Intelligence artificielle. Exactement, pour aller jusqu'au bout. Et On aujourd'hui... aime bien se faire peur aussi. Pardon. Oui. Non, moi je suis Non, d'accord. c'est des gens très sérieux qui ont fait ça, hein. C'est des chercheurs qui ont fait une procédure. Donc moi je m'interroge, je suis vraiment, aujourd'hui je n'ai pas de réponse à ça, mais je vois bien qu'il y a effectivement une alternative, deux grands scénarios qui se projettent, et on a d'ailleurs des gens remarquables, aussi bien des praticiens que des chercheurs dans les deux cas de figure, notamment Joël de Ronet pour la version rose et optimiste, et qu'aujourd'hui, je dirais que c'est extrêmement difficile de se positionner, et moi je m'interroge, je n'ai pas de réponse, je reste... Moi j'en ai une. Ah, voilà. Après ça, on peut peut-être demander aux gens s'il y a une question. Moi je suis d'accord, tout ce qui sera automatisable sera automatisé. Ouais. Donc, et on voit, j'ai fait des conférences chez les notaires, l'interfaçage de la blockchain dans ces métiers, la suppression du tiers de confiance, tout ce qui sera automatisable sera automatisé. Donc la question est, qu'est-ce qu'on fait? Et quelle va être la part de l'homme? Moi, il y a un truc que je trouve assez incroyable, c'est le mot proximité. Alors, je travaille un peu avec le groupe La Poste. Qu'est-ce que feront 50 000 facteurs qui connaissent parfaitement le dernier kilomètre? Ils géreront le dernier kilomètre. Les métiers de demain, les métiers humains, les métiers que les robots ne feront jamais, les métiers qui ne seront jamais automatisés seront les métiers de la proximité. D'ailleurs, regardez comment les distributeurs reviennent dans les villes, comment les centres... Oui, mais aujourd'hui, les facteurs sont capables de faire le métier des constats... je cherche le mot... quand on fait des constats. Des assureurs? Des huissiers. Non, mais voilà, c'est ça, les constats d'huissiers. Mais ils sont capables d'apporter des médicaments. Depuis 6 ans maintenant, les postiers ont dans la main une petite tablette qui s'appelle Factéo et qui permet de prendre de l'information pour essayer de mesurer quelle est la nature des services qu'ils peuvent rendre sur le dernier kilomètre. Les métiers de demain sont les métiers du dernier kilomètre. Les métiers humains sont les métiers du dernier kilomètre. Prendre le meilleur de la technologie et le meilleur de l'humain. Voilà, moi j'étais au Japon l'été dernier, c'est quand même incroyable de voir comme ils ont enlevé tous les irritants d'un parcours. Vous êtes dans le métro, la signalétique est parfaite, vous savez où va être votre escalator, vous savez, quand on arrive de Paris, c'est juste, alors que tout est en japonais. Par contre, vous arrivez sur le quai, il y a juste un espace travaux. Et bien vous avez un japonais qui est là, avec un panneau, pour vous aider à vous orienter, juste parce qu'il y a un endroit où il y a des travaux. Moi j'ai trouvé ça génial. Juste le meilleur de la technologie et l'humain, la proximité qui est là au bon endroit, au bon moment quand on en a besoin. Donc les métiers de demain, c'est ça, la proximité. Et le robot ne pleurera jamais, il n'aura jamais de sentiments. Dieu merci. Merci. Alors, est-ce que parmi nos auditeurs, il y a des questions? Des commentaires? Des commentaires aussi. Oui, parce qu'on a parlé de la crise, je voulais parler de la... Est-ce qu'il y a une morale sur Internet? Est-ce qu'on a parlé de la foule? Effectivement, de la gestion de ces problèmes qui apparaissent. Et il y a une éthique dans les collectivités, dans la démocratie, mais sur Internet, il y a quelque chose. On sait qu'il y a le Cloutren Manifesto, mais enfin, j'ai l'impression que vous êtes très gentil, mais est-ce que le monde n'est pas un peu plus compliqué, surtout sur Internet, où tout est à peu près possible? Non, le problème de l'opinion sur Internet, c'est d'éviter un consensus dans un sens ou dans un autre. Moi, c'est ce pourquoi je me base. C'est l'esprit critique et pour qu'on ait toutes les opinions. Parce que regardez le même sujet les des mauvaises. Bien sûr, même les mauvaises, parce que c'est la contradiction. Mais Mais pas que. Et puis qui peut dire laquelle est bonne, laquelle est mauvaise? Parce que regardez le phénomène du décodex du monde. Génial sur le principe, c'est le monde va dire qui est une source fiable, qui est une source pas fiable. Mais qui va décoder le monde quand le monde se plante? Et d'autre part, de quel droit le monde pourrait nous dire ce qui est une source fiable? Et comme par hasard, ce sont les médias historiques qui sont évalués comme des sources fiables. Donc un blog que je vais lire qui m'apporte une contradiction, une analyse, qui certes est un parti pris, mais en quoi un parti pris, c'est pas une source fiable, vous voyez? Donc le débat est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse se dire « Ok, c'est bon, je fais confiance au monde, je n'ai plus qu'à lire que le monde ou les sources référencées par le monde pour savoir ce que je dois penser. » Non, la richesse d'Internet, c'est aussi son problème, c'est l'infobésité, c'est d'avoir accès à énormément d'informations.
Le danger, c'est quand on commence à avoir un consensus sur la première page de Google. Quand on commence à avoir une page Wikipédia qui est clairement un parti pris d'une opinion donnée, quoi, et pas une encyclopédie factuelle. Il y a un très joli petit bouquin d'un monsieur qui a étudié ça, qui s'appelle Dominique Volton, CNRS, qui a écrit Informer n'est pas communiquer. Vous voyez, il se lit le temps d'une sieste, hein, donc pas de problème. Et dans lequel il décrypte. Je dis pendant la sieste. Qui décrypte parfaitement en fait le mode de consommation des médias de ces nouvelles générations. Il dit c'est plus la source qui fait la qualité, qui fait ce qui constitue l'opinion, c'est la quantité de sources et la capacité à négocier ces sources avec les communautés auxquelles on appartient. Ça pose la question de la vérité. Hein. Ah mais il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de Qui peut dire qu'il a la C'est vérité? ça, et c'est ce que nous vivons en ce moment. Mais vous avez raison de réagir, c'est exactement ce qu'on vit avec Brexit, Trump et nos élections. Il n'y a plus de vérité. C'est loin de la vérité. Il y a des vérités gérées par communauté. Est-ce qu'il y a déjà eu des vérités? Évidemment, Il y avait la vérité du monde. Il serait très intéressant de développer aussi l'esprit critique des nouvelles générations. Absolument. c'est fondamental. C'est sans doute ça ce qu'on doit leur enseigner plus que... Absolument. Parce que la capacité à trouver l'info, ils l'ont naturellement, Bien sûr. parce qu'eux sont collaboratifs nativement. Bien sûr. Mais le sens critique et les valeurs, c'est les deux choses, sans doute, que l'éducation devrait inculquer. C'est la culture. Est-ce que c'est un projet? C'est la culture. Est-ce qu'on en parle? C'est Ouais. de développer ce sens de ce genre de cours ou de Pour le moment, au niveau de non, l'éducation? non, pas Non, pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'on aujourd'hui on voit pas un peu notre monde de transformation digitale avec une vision un peu ancienne, parce que tous ceux qui travaillent au dedans aujourd'hui, on est tous un peu plus âgés que les nouveaux qui arrivent. Est-ce qu'on est bien conscient de ce que eux sont capables d'attendre et de faire dans les 5 à 10 ans qui viennent? Ou est-ce qu'on ne réfléchit pas avec un peu nos baronnies ou nos précarés qu'on connaît et qu'on a du mal parfois un peu à casser? Et est-ce qu'on est bien conscient de ce qu'eux pourraient demander ou apporter dans les 5 à 10 ans? C'est-à-dire que je crois qu'il y a puisqu'on parle un petit peu là, des effets de groupe, des effets de foule, etc., je crois qu'un des phénomènes, alors pour le coup semble-t-il très français, c'est le conformisme des comités de direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense groupe, on pense qu'on forme dans une majorité de groupes, et là, on n'ose pas effectivement, la pensée déviante est quelque chose qui est absolument systématisé aujourd'hui, enfin, c'est la sanction, on est encore dans cette logique-là. Alors c'est une foule restreinte, mais enfin on voit bien que là, on est sous contrôle. Et ça, c'était véritablement, à mon avis, une barrière psychosociologique qui est capitale, et que peut-être les nouvelles générations, alors peut-être les shadows comités, je ne sais pas si ça marche, parce que je sais Moi, que... je peux vous en parler. Oui, tu veux dire un mot parce que c'est intéressant. Mais ça, c'est un véritable problème. Hein. Et quand on voit bien les dirigeants, quand on les voit en tête à tête, on sent bien que ce conformisme puissant grégaire au niveau des grands groupes est effectivement une limite à l'innovation, notamment au niveau numérique, et tu as une partie du frein. Mais en fait, les Shadow Comics, c'est une très belle idée. Vous voyez ce que c'est, Shadow Comics? C'est l'idée de dire que finalement, quand on a un comics qui a une moyenne d'âge de 57 ans, peut-être que la génération qui en a 29, 30, 35 est capable d'apporter de nouvelles idées. La réalité, c'est que c'est aussi un instrument de pouvoir, puisque les membres des Shadow Comics sont souvent des hauts potentiels, choisis par chacun des membres du comics. Mais ce qui est très, très intéressant pour en avoir accompagné un ou deux, c'est alors ils sont censés être informés, mais ils n'ont pas la culture du comics. Ils sont censés être informés sur les mêmes sujets. En fait, ce qui est absolument passionnant, c'est pas les propositions qu'ils font, c'est le cheminement qu'ils ont pour faire les propositions qu'ils font. C'est-à-dire la nature des questions qu'ils posent, les informations qu'ils vont chercher, et qui aujourd'hui alimentent. Alors, quelqu'un comme Sébastien Bazin vous dit que c'est un fantastique outil de communication qui aujourd'hui amène tout le monde à vouloir venir dans une entreprise qui a son Shadow Comics. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre pour manager ce type de dispositif. Je pense qu'il y en a des bien meilleurs. Il y en a un qui s'appelle le mentoring, qui permettrait de mettre en relation des gens de 2 voire 3 générations de différence pour échanger en one-to-one sur des sujets et à peu près tous les sujets. Je suis sûr que le reverse mentoring est plus efficace que le Shadow. La difficulté, c'est que les jeunes générations, quand elles arrivent dans l'entreprise, elles maîtrisent bien les outils, mais elles n'ont pas le recul nécessaire pour avoir une vision stratégique.
Et donc, elles vont encourager, même en reverse mentoring, les patrons à avoir une vision outil. Et c'est un peu ça le problème, c'est on n'est pas sur le dernier truc Instagram ou le dernier... parce que évidemment, ils arrivent avec ce côté praticien. Et c'est ça toute la difficulté. Et c'est pour ça qu'on existe aussi un, c'est que nous, on va essayer de cette transformation numérique, il faut du bottom-up, ça c'est clair. Et c'est la première fois qu'on a une transformation, un sujet de transformation des entreprises où il y a du bottom-up. D'habitude, quand il y a un projet de développement d'entreprise, ça part du haut. Donc il faut du bottom-up, mais il faut aussi du top-down. Et ce top-down, il faut que ce soit une vision stratégique. Parce que sinon, vous pouvez rencontrer 500 startups, vous pouvez avoir X projets d'intrapreneuriat, vous pouvez avoir l'innovation participative que vous voulez dans l'entreprise. S'il n'y a pas une grille de lecture de tout ça, qui est la vision stratégique, eh bien, il ne se passe rien. Donc, voilà, les jeunes, ils vont avoir cette capacité à faire remonter leur regard neuf sur les choses, mais il faut que les patrons s'y mettent, parce que ce sont les seuls à savoir où ils veulent mener leur entreprise. Très bien. En fait, à moi qui ai une autre question. Toujours le même. Toujours le même. Vous parlez beaucoup de grandes entreprises, vous parlez de SNCF, voilà, de Bazar, etc., Accor Hotel. Mais oui, il y a ça. Et je pense que ça n'est pas du tout la même chose dans les petites entreprises. Oui, mais en fait, j'ai un peu qui peut le plus que le moins, c'est tellement dur pour ces grands groupes. C'est beaucoup plus facile quand dans les PME, les hiérarchies sont moins, tu ne corriges pas l'affaire, mais les hiérarchies sont moins installées, la proximité entre salariés est plus forte, mais c'est vrai que c'est pas un monde que je côtoie le plus. Donc, moi, j'ai vu des PME faire des transformations digitales géniales. Par contre, des grands groupes, on cherche encore les La question, effectivement, c'est la coupe. Enfin, je crois qu'en France en particulier, et ailleurs, c'est la combinaison start-up grand groupe. Et en France, on a un problème qui est très, très embêtant par rapport aux États-Unis en particulier. C'est qu'en général, lorsqu'une start-up, alors on a 1 sur 1000, moi je m'en connais 1 sur 500, mais c'est l'ordre de grandeur, qui réussit à un certain moment, à un certain stade, au lieu de se développer et devenir peut-être un New Petit Google, est toujours acheté par un grand groupe. Hein. Et finalement, on rentre dans une... alors ça, c'est une limite française, on rentre sur les start-up, juste pour finir quand même, c'est un monde très difficile. Hein. Quand on a fait des études, quand on regarde les études qui se font là-dessus, les immersions, c'est un monde, c'est d'une violence... Presque plus facile d'être footballeur professionnel que start-upper. Oui, on gagne plus en particulier déjà. Il y a un livre qui vient de sortir très intéressant d'une jeune Française qui a fait une dizaine de start-up en Allemagne, etc., très intéressante, et qui montre un petit peu aussi la face grise, hein, etc. Hein. Bon, la pression, la conformité, le problème de la hiérarchie, il faut de la hiérarchie, tu as raison de le dire aussi, mais alors, les grands groupes ont quand même la structuration, la force, la colonne vertébrale qui permet effectivement de faire un certain nombre de transformations en termes de nombre d'échelles, etc., de hiérarchie. Mais la start-up est quand même quelque chose de fragile, hein, aussi bien sur le plan psychologique que d'innovation. Et ce rachat français est une des causes majeures malgré la French Tech et tout ce qui se passe, et du développement suffisant en tous les cas. Mais entre les grands groupes et les startups, il y a les PME, les ETI qui... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que... Les notaires, mais les notaires, c'est souvent des grands... C'est pas petit, hein, quand c'est patrimonial, quand on a affaire à des family office, qui ont une capacité à avoir une vision un peu long terme, parce que je transmets à mes enfants, souvent, et qu'on arrive à parler à la bonne personne, on arrive à mener des missions de transformation tout à fait intéressantes. Après, je pense qu'il y a une responsabilité des grands groupes qui doivent embarquer leurs partenaires, qui eux sont des PME et des PMI, et je le vois particulièrement dans l'assurance. L'assurance est un milieu dont on parle beaucoup, on ne voit pas beaucoup la transformation parce qu'elle se passe beaucoup par la data, mais elles embarquent beaucoup leurs partenaires et c'est sans doute un des secteurs vertueux dans la transformation aujourd'hui, il y en a sans doute d'autres, mais que je côtoie. Donc il y a effectivement, c'est le tissu des PME ETI qui fera
sans doute la réalité de la transformation, et là on est encore très très loin. Le frein, enfin moi pour faire le conseil, parce que avec le frein qu'ils ont, c'est le risque. Pour les PME? Oui, pour les PME un peu plus petites, c'est le risque que ça engendre. Et cette prise de risque, ils ont déjà œuvré beaucoup dans le risque pour tenir leur survie. Et lancer le digital, et c'est là où je reviens sur l'acculturation, c'est de leur expliquer ce que ça va leur apporter. Il faut du temps, mais une fois qu'ils ont décidé, pouf, ça va très vite. C'est exactement ça. Moi j'ai une phrase, c'est pendant les travaux, la vente continue. Oui. C'est-à-dire que, et comment est-ce qu'on arrive à mener deux fronts quand on est une petite entreprise, les deux, c'est très difficile. C'est très difficile. Une fois qu'ils sont partis, Et pour les grands groupes aussi. on les revoit. Oui, oui, bien sûr. Ils veulent continuer à faire du business. Rien ne nous empêche de poursuivre la discussion avec un petit verre de vin. On pourrait faire ça. Et Au au Québec, Canada? on le ferait. Il est quelle heure au Canada? Au Canada, il est 6 heures de moins. Donc, c'était 1 heure de l'après-midi à peu près. Bon, bah, bon appétit. Ouais. Et avant, oui, vous pouvez terminer la vidéo là, si c'est bon pour vous, mais je voudrais vous offrir un petit cadeau du Canada. Alors, j'ai choisi pour les fins de la cause des ouvrages de littérature canadienne, d'excellents livres. Ça vous changera les idées. Pour connaître un peu le Canada sous un autre angle. Donc, j'hésite aucunement à vous recommander ces lectures-là. J'espère que vous les aimez. J'ai choisi les livres en conséquence de l'épaisseur de vos livres. Oui, votre livre est tellement épais que j'ai devenu plus petit. Sur l'équilibre. Et voilà. Monsieur Ballot. Merci Et Madame Fayet, merci. Et Patrick également, j'ai un petit cadeau pour toi. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne lecture. Vous nous avez fait un énorme cadeau. C'était extrêmement passionnant. J'espère que l'enregistrement va rendre hommage à vos propos très riches que je vais partager avec discrétion et intelligence sur les plateformes sociales Internet par tous les moyens que j'ai. Votre savoir exceptionnel. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci pour le travail.